Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance sur les processus décisionnels et d'appel. Je suis très contente de vous offrir le bienvenu à cet espace. Mon nom, c'est Laura Murray. Je suis coordinatrice pour le projet Courage d'agir. Notre séance de formation aujourd'hui, c'est une partie de nos séances de partage de compétences. On offre l'expertise au sujet de tendances et des pratiques prometteuses pour faire face aux violences à caractère sexuel sur nos campus. Aujourd'hui, nous avons les autrices de notre guide compréhensif au sujet de les plaintes sur laquelle cette séance est basée. Vous avez accès à cette guide à travers notre site web, alors on vous invite à le télécharger, le partager avec tout le monde. C'est une excellente ressource. Avant de débuter, une note rapide sur le langage et l'accessibilité. Nous avons un sous-titrage en direct et vous pouvez choisir cette option en bas et vous pouvez aussi écouter la séance en français en utilisant la fonction d'interprétation que vous devriez voir en bas de vos écrans. Notre séance d'aujourd'hui est aussi enregistrée. Ça va être disponible sur notre site web avec le sous-titrage complet. Possibility Seed est responsable pour le projet de Courage d'agir. On offre la consultation sur le changement social dédié aux justices, ce genre, l'équité et l'inclusion. Nous avons plus de 20 ans d'expérience à travers les organismes communautaires, le gouvernement, les institutions privées et publiques et nous tenons à l'impact de notre travail. Courage d'agir est une initiative nationale sur plusieurs années qui vise à lutter contre la violence à caractère sexuel sur les institutions postsecondaires au Canada. C'est bâti sur le rapport Courage d'agir pour développer un cadre national pour répondre et prévenir les violences basées sur le genre dans les institutions postsecondaires. C'est la première collaboration à rassembler plus de 170 experts et militantes qui essayent de répondre aux enjeux de violence à caractère sexuel à travers le Canada. Je veux aussi reconnaître nos bailleurs de fonds. Notre projet est rendu possible avec du financement généreux du département pour les femmes et l'égalité des genres qui viennent du gouvernement fédéral du Canada. Ce travail s'effectue sur et à travers les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. Le territoire sur lequel je me trouve présentement est celui des Anishinaabe, Haudenosaunee et Lenape. Ce territoire a fait l'objet du traité 21, aussi connu sous le nom du traité de Longwoods, qui est un accord entre les Chippewas et la Première Nation de la Thames et avec la couronne britannique prévoyant le partage pacifique des ressources et la protection de celles-ci. Cet accord a été rompu par les colons européens. Le processus de colonisation au Canada au cours des 2 derniers siècles a donné lieu à un génocide systématique contre les peuples autochtones de ces terres. Nous voyons que ces actes de colonisation et les génocides se poursuivent aujourd'hui avec la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie de disparition et assassinat de femmes, de filles, de personnes bispirituelles, la surreprésentation des enfants autochtones dans les protections de la jeunesse, la criminalisation des peuples autochtones est traduit par une surreprésentation des prisons, le racisme environnemental et le vol de terre et des territoires autochtones. Lorsque nous nous réunissons pour répondre aux expériences de violence fondées sur le genre, nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une lutte décoloniale. Ces deux aspects sont indissociables. Le soutien à la décolonisation et la souveraineté autochtone est essentiel pour œuvrer en faveur d'une culture du consentement et de la responsabilité. Nous honorons l'expérience et la sagesse des personnes survivantes autochtones, des militants, militantes, travailleurs, travailleuses en première ligne, écrivains, écrivaines, éducateurs, étrices, et guérisseurs et les artistes, et nous en inspirons. Et aujourd'hui, nous partageons les appels à l'action qui ont été donnés dans le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Et vous pouvez téléchéger ce rapport pour voir comment que votre organisation peut contribuer à ces appels à l'action. Je voulais simplement une note pour le soin pour soi. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont sûrement nos propres expériences
de violence basée sur le genre, que ce soit le nôtre ou celle de nos proches. Ça, c'est des expériences difficiles et les discussions peuvent être difficiles aussi. Vous pouvez vous connecter à notre page de self-care si vous voulez avoir plus de soutien pendant cette séance ou après. Avant d'introduire nos intervenantes aujourd'hui, je voulais faire remarque sur le format. Vous êtes invités à poser des questions dans la boîte de questions et réponses tout au long de la séance. Nous allons les poser à nos intervenantes à la fin du webinaire. Nous allons essayer de répondre au plus de questions possibles dans le temps que nous avons. À la fin de cette séance, vous allez recevoir un lien pour une formulaire d'évaluation. On aimerait bien si vous pourriez prendre un moment pour y remplir. C'est anonyme et ça nous aide beaucoup à améliorer nos formations. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter à nos intervenantes aujourd'hui. Deborah Erkis est coordinatrice de la réponse à la violence à caractère sexuel à l'Université Alberta et co-responsable du groupe de travail à Courage d'agir, rapport, investigation et processus décisionnel. Brittany DeCosta est responsable pour le projet au sujet de l'harcèlement sexuel et l'apprentissage expérientiel dans Courage d'agir et co-responsable du groupe de travail sur le cinéma, les enquêtes et les processus décisionnels à Courage d'agir. Je suis très hâte à passer la parole à ces merveilleux invités. Merci beaucoup, Laura. J'apprécie beaucoup votre introduction. Bon après-midi ou bon matin, dépendamment de où que vous vous retrouvez au Canada aujourd'hui. On est très content de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Notre séance aujourd'hui met l'emphase sur les stratégies incluses dans le chapitre 10 dans notre guide liées aux pratiques de prise de décision, mais nous allons discuter plusieurs stratégies du chapitre 5 aussi en lien avec les politiques. Si vous n'avez pas eu la chance de lire ce chapitre, ça inclut 6 stratégies pour le processus de création de politique. Donc aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase sur les pratiques, comme nous allons faire dans nos autres formations, mais nous allons l'encadrer avec nos recommandations pour les bonnes politiques incluses dans le chapitre 5. Et il faut aussi noter que la plupart des stratégies que nous allons utiliser aujourd'hui s'appliquent aux décisions qui sont prises contre les plaintes, mais aussi les décisions qui sont amenées en appel. On vous encourage de vous référer au chapitre pour avoir plus de détails. C'est un très grand sujet. Il y a beaucoup de recommandations et stratégies qui sont incluses dans le guide que nous ne pouvons pas toutes les inclure aujourd'hui. Bon, on va essayer de mettre l'avant des principes fondamentaux qui peuvent nous aider à penser à travers des situations qui sont susceptibles à causer de dommages. On veut essayer de débuter avec un petit mise en garde. Il y a très peu de formations disponibles pour les personnes qui prennent ces décisions. On espère que ce webinaire et les autres stratégies incluses dans les guides puissent vous soutenir, mais on vous encourage d'aller chercher du soutien et connaissance d'une tiers partie aussi pour continuer de développer ces compétences. Deuxièmement, ce n'est pas des avis juridiques. Nous abordons de nombreux concepts juridiques dans cette séance pour lancer une discussion et pour présenter certains concepts juridiques en langage clair, mais c'est très important de travailler en étroite collaboration avec un conseiller juridique dans l'élaboration des politiques et dans les cas spécifiques. Notre webinaire aujourd'hui met l'emphase sur les deux principes fondamentaux d'une justice procédurelle, le droit d'être entendu et le droit à une décision impartielle. Nous allons examiner les pièges et les erreurs les plus courants et nous discuterons la manière en répondant à des nécessités légales ou responsabilités légales, puisse mettre en place des processus qui sont informés par les traumatismes. Et une petite remarque, il y a différents modèles de prise de décision qui existent à travers le Canada. Donc, quand on discute les personnes qui prennent les décisions, ça peut être un membre de l'administration, des visuels, un comité d'appel ou n'importe quelle formation ou instance qui existe dans vos politiques.
Nous allons débuter avec un rappel rapide avec notre étude de cas. Nous avons l'introduit dans une formation précédente. On a suivi Sarah et Alexis à travers une investigation et processus de plainte en lien avec les violences basées sur le genre et on va voir comment que nos principes s'appliquent à cet cas. Je vais noter ici qu'on pourrait discuter en détail des incidents de violence. Alors, c'est important de rester en contact avec votre propre état d'être et prendre des pauses quand nécessaire pour vous. Notre étude de cas est basée sur une plainte qui était mise de l'avant par Sarah, une étudiante de première année qui vit en résidence universitaire. Et c'est contre Alexis, une autre étudiante de première année. C'était une fête, un événement hors campus où Alexis est physique avec Sarah. Il y avait aussi après ça une série d'incidents d'harcèlement et visite sa chambre en résidence et envoie des messages textes inappropriés. Donc, il y a des actions qui ont été prises où Alexis a été mis dans une autre résidence. Et on a vu que ce n'était pas un enjeu de consentement. Alexis n'a pas mis de l'avant qu'il y avait un consentement, mais qu'il ne se rappelle pas d'agir de manière physique envers Sarah. Nous avons entendre les détails de Sarah, de l'incident et l'harcèlement qu'elle a vécu depuis. Et nous avons aussi entendu le récit de Alexis et son croyance que la façon qu'il agisse envers Sarah ne représente pas de l'harcèlement. À travers la séance aujourd'hui, nous allons présenter d'autres euh, éléments d'information et nous allons utiliser cet exemple pour démontrer comment on peut mettre des pratiques, des concepts en pratique. Vous avez probablement déjà entendu la phrase d'appliquer une perspective intersectionnelle dans les outils que nous avons développés et dans d'autres webinaires. Aujourd'hui, nous allons ajouter un autre terme, des pratiques informées par l'équité. C'est une intersectionnalité appliquée. C'est une reconnaissance que les individus vivent des désavantages multiples désavantages basés sur différentes caractéristiques et de s'engager à comprendre les expériences des autres et de réduire les barrières d'accès. Ça veut dire entreprendre notre travail avec humilité, de reconnaître l'impact des biais systématiques et d'accepter qu'on ne peut pas savoir la façon qu'une expérience a été vécue par quelqu'un d'autre. Et donc, de poser des questions et de créer de l'espace pour que chaque partie puisse s'exprimer librement pour voir comment ils ont compris ce qui est arrivé pendant l'incident et par après. Ça veut dire ne pas sauter à des conclusions ou à comparer les personnes devant nous et à la façon que nous, on pense qu'on agirait dans une instance similaire. Nous allons commencer avec cette première droit fondamental, le droit d'être entendu. En général, les institutions ont appliqué ça seulement à la personne intervenante et ont fonctionné selon le modèle de l'institution en tant que plaignant ou de survivant en tant que témoin. Mais ceux d'entre vous qui ont lu le guide ou participé à un webinaire précédent savent que nous préférons un modèle dans lequel les personnes plaignantes ont les mêmes droits d'être entendues et de répondre aux preuves défavorables. Dans ces ressources, nous avons montré que les défendeurs ne sont pas les seuls à subir de graves conséquences à la suite de décisions rendues dans une question de violence à caractère sexuel. Selon l'issue de la procédure, une personne plaignante peut être confrontée à un environnement éducatif ou professionnel toxique au point qu'il quitte l'institution. Elle peut subir des conséquences académiques, sociales, personnelles, sanitaires liées à leur résidence, à leur carrière et financière en raison de la violence elle-même et en raison des processus que nous utilisons pour traiter ou répondre à cette violence. Par conséquent, elles doivent être considérées comme une partie affectée et les accorder tous les droits qui en découlent. Ce droit d'être entendu nous amène à la droit de divulgation raisonnable de l'affaire à traiter, la notification et l'audition en temps
raisonnable, le droit à un conseiller, le droit à présenter des preuves, faire des déclarations, de suggérer des pistes d'enquête, de fournir les noms de témoins potentiels et ainsi de suite. Donc, quand nous discutons d'un euh, euh, processus décisionnel, on peut penser à un modèle basé sur un tribunal juridique, puis fréquemment, ce sont une interaction adversarielle où les parties à cet enjeu se prennent toute la place, mais cette pratique peut être négative dans le contexte d'un campus parce que ça peut créer une instance où les personnes se sentent un manque de respect envers leur personne et il n'y a aucun besoin automatique pour un processus, une audience publique en direct. Ceci n'est pas impliqué dans le politique. Alors, nous pensons que c'est important de mettre en place des pratiques pour la réduction de dommages tout le long. Ça peut être de séparer les parties aux questions, de partager les preuves en avance à les deux parties, leur donner la chance d'avoir des personnes conseillères ou de soutien dans la salle avec eux. Il y a beaucoup plus de stratégies de protection des dommages qui sont présentées dans le guide. Dans une procédure inquisitoire, par contre, le décideur, la personne qui prend la décision peut être beaucoup plus actif, peut poser des questions, peut rechercher des preuves et peut le faire sans jamais que les parties doivent se retrouver dans la même pièce en même temps. À notre avis, la forme d'audience le mieux adaptée aux plaintes sur les campus, c'est pour que la personne qui prenne la décision tienne des réunions individuelles, exhaustives et itératives si nécessaire avec les parties et leurs conseillers et conseillères. Et pour que cette méthode soit efficace, il faut s'assurer que les parties soient bien informées à l'avance, qu'elles aient une bonne compréhension de la procédure, incluant la question à trancher, les résultats possibles, ce qu'ils ou elles doivent faire pour réagir et qu'est-ce qui pourrait arriver si ils ou elles ne choisissent pas de ne pas répondre. La divulgation raisonnable consiste à leur fournir des informations et des preuves que les décideurs vont utiliser dans la prise de décision. Ce n'est pas nécessaire de divulguer tous les documents en détail relatifs à cet incident, comme que on voit dans un processus légal. C'est aussi important de donner aux parties suffisamment d'informations et de temps pour se préparer et la possibilité réelle de présenter les informations dont elles ont besoin sous la forme qu'il convient le mieux. En réalité, une audition peut prendre plusieurs différentes formes. Ce qui est important, que ça offre une réelle possibilité pour les deux parties de présenter leur point de vue et leurs informations. Ça peut être un échange de documentation, des entretiens complets et itératifs avec la personne qui va prendre la décision, des tables rondes, des appels téléphoniques ou vidéo, ou toute combinaison de ces éléments peuvent être considérés comme des formes d'audition. Un des éléments des débats qu'on a eu souvent, c'est plutôt de voir est-ce qu'on a les témoins ou la public ou les avocats dans ces processus. Il y a certaines institutions qui ont décidé de bannir complètement, juste l'avoir au plus haut niveau. Il y a vraiment cette peur des avocats qui vont prendre beaucoup de place et qui vont forcer un certain processus. Alors, les avocats de défense restent vraiment essayer de contrôler, dérailler le processus et rend tout le processus plus difficile pour les personnes. Et parce que souvent, ces histoires existent en demi-vie d'environ 50 ans. Il faut mentionner que des fois, ça peut être pertinent d'avoir un avocat dans la salle. Des fois, les avocats ou des avocates peuvent aider à clarifier les procédures et processus pour leurs clients, peut assurer que le client bénéficiaire a une audience équitable et pour
aider le client préparé pour le processus décisionnel. Pour que ça fonctionne, il faut que le décideur doit connaître parfaitement les procédures en vigueur et reconnaître que c'est pas seulement leur droit de rappeler à l'ordre les parties ou les conseils juridiques quand ils ne suivent pas les bonnes formes, c'est aussi leur responsabilité. On a mentionné dans d'autres webinaires, il faut que les procédures écrites soient suivies et quand ils sont silentes, il y a l'espace pour la discussion. Dans ces procédures administratives, ça peut être flexible et répondre aux besoins des parties dans les deux cas. Un décideur peut savoir quand il peut prendre différentes décisions et utiliser leur discrétion. Il faut aussi garder en tête les présences des avocates de la défense criminelle. Des fois, ils vont pratiquer dans le mode qu'ils connaissent mieux, qui est la défense pénale ou criminelle. Ils vont peut-être exiger une divulgation complète du cas ou utiliser le jurisprudence des tribunaux pénaux. Et c'est aux décideurs de corriger l'erreur ou les hypothèses des avocats et que ça vient des règlements administratifs et non pas du droit criminel, pénal. Il s'agit d'un autre domaine que c'est intéressant d'exiger toutes les demandes procédurales et juridiques par écrit. On peut assurer que ces personnes peuvent voir la précédence, qu'est-ce qui applique, qu'est-ce qui n'applique pas. Il faut aussi suivre que les travailleurs et travailleuses syndiqués qui rentrent dans un processus décisionnel ont droit à un représentant syndical. Alors, on va regarder comment les avocats et avocates peuvent nous aider ou prendre trop de place. On regarde notre étude de cas. On va regarder quand on décide sur la forme de l'audience où les politiques et procédures vont être plus silencieux et on peut utiliser une preuve de discrétion. Alors, Sarah s'est isolée. Elle aimerait retourner chez elle, retrouver sa mamie, et ça, c'est dans une autre province. Elle dit à sa personne de confiance qu'elle est inquiétée par rapport à l'audience ou le processus décisionnel et elle a une incertitude du processus. Alors, on a mis la personne de contact dans un contact avec une personne de confiance pour faire un suivi, pour garder plus d'informations et de faire la demande de faire une audience virtuelle. Et ça, c'est un soutien de support juridique pour clarifier les procédures pour Sarah. Et dans cet exemple, c'est vous, comme décideur ou décideuse, qui va prendre contrôle du processus et assurer d'avoir l'information pertinente pour décider c'est quoi le format que ce processus décisionnel vont prendre. Et puis, on voit le côté d'Alexis, qui a engagé un avocat qui a décidé que tout le processus a besoin d'être passé en personne et un master équitable procédural. L'avocat va de l'Alexis vous contacte directement et dire que si on répète pas, il va pas respecter ses droits procéduels. Par contre, l'avocat, cet argument n'est pas correct pour ces cas parce que c'est pas la même loi qui va gouverner ces processus. Alors, comme vous, comme preneur de décision, vous avez besoin d'assurer qu'il n'y a pas plus de poids mis par les demandes des avocats. S'ils ne sont pas en forme avec le processus, il faut assurer de recevoir les demandes de Sarah et Alexis par écrit et que vous donnez les deux une chance de se prononcer sur leurs demandes avant que vous preniez les décisions. Alors, après un examen approfondi et une attention particulière qui tient en compte les traumatismes, vous avez décidé de faire les entrevues séparées et virtuelles avec les deux et distinctes pour Sarah et Alexis. Alors maintenant, on a décidé le format pour ce processus décisionnel ou l'audience. Alors, comment est-ce qu'on arrive à la vérité? Alors, la meilleure manière d'obtenir l'information fiable et de bonne qualité, c'est de créer un espace pour les deux parties qui peuvent le fournir. Entendu, des moments, il faut qu'ils aient la chance de
rappeler des souvenirs d'une manière exhaustive et sentir très bien entendu. Toutes ces pratiques ont besoin d'être prises en compte des traumatismes et voir toutes les expériences qui intersectent en parlant de discrimination ou obstacles que les deux parties peuvent être confrontées. C'est dur de donner assez de temps les deux parties de témoigner un espace nécessaire de réfléchir à ces éléments, mais on veut créer ces espaces. On ne veut pas tenir en compte des éléments de preuve qui vont attendre une réponse pour répondre. Il faut peut-être voir est-ce que c'est la bonne personne qui a fait l'action qui était accusée ou est-ce que j'ai l'autorité de prendre une décision? On ne veut pas considérer les différentes preuves dans les mythes sur la viol. Et on dit qu'il faut donner une chance de donner des défis ou des différents éléments dits sans de faire un débat ou une confrontation. Ça, c'est toute une affaire qu'il faut être formé. Même les juges sont formés. Alors, les décideurs sur les campus ont pas ces formations. Ils peuvent faire des vrais torts de côté et même mettre en question l'équité du processus. On parle de cette contre-interrogatoire non contrôlée peut blâmer, faire des déclenchements, humilier, harceler et fournir des vrais obstacles à trouver la bonne information. Alors, il y a nombre de personnes qui vont dire que cette contre-interrogatoire, c'est essentiel de chercher la vraie vérité. Il y a une citation de John Henry Wigmore en 1923. Il a dit le contre-interrogatoire est sans aucun doute le plus grand moteur juridique jamais inventé pour trouver la vérité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de prétention. Et on parle des différents processus tribunal, procédurels, juridiciaire, mais c'est pas quelque chose que tout le monde est d'accord. Il y a certaines académiques qui ont regardé, quand on parle des plaintes sur les campus, ils ont dit que non, il n'y a pas la preuve pour ces convictions. Et d'autres ont dit c'est juste bon pour les témoins qui donnent la fausse information par exprès. Et puis, il y a un rapport qui a vraiment regardé un contre-témoignage interrogatoire. Ils ont vu que si on fait ça pour les témoins, avec différentes parties du conseil, il y a des risques pour vraiment endommager encore plus les personnes impliquées et enlever cette opportunité d'avoir leurs meilleures preuves et vérité. Ce que plusieurs personnes ignorent, c'est que Wigmore a écrit aussi, et je suis désolée pour la grande citation sur l'écran, mais je voulais vous démontrer les mots exacts. Alors, on parle des psychiatres modernes. On étudie les comportements des jeunes filles et des femmes de sa présentation devant les tribunaux. Leurs complexes psychiques sont multiples, déformés par les défauts intérieurs. En partie de ces dérèglements pathologiques, les parties des mauvais environnements sociaux, en partie des conditions psychologiques ou émotionnelles tant prises. Un des formes pris par ça, c'est l'élaboration des faux accusations des délits sexuels portés par des hommes. La mentalité trouve une expression de ces incidents sexuels imaginaires où la narratrice est l'héroïne ou la victime. Sur la place, la narration est convaincante. La véritable victime, cependant, et trop souvent, c'est l'homme innocent, car le respect et la sympathie naturelle ressentie pour un tribunal à l'égard d'une femme lésée contribuent à donner facilement du crédit à une histoire aussi plausible. Ouf, ça prend un instant de réfléchir de qu'est-ce que sa citation veut réellement dire. Alors, son approche de Wigmore, c'est vraiment basé qu'on prend que la majorité des accusations sont faux et que les femmes ont des défaits et que ces hommes qui sont accusés sont plus mis
et a des problèmes. Et on renforce aussi les rôles de gens typiques et traditionnels. Et c'est difficile de soulever des questions quand on parle des différentes questions de genre, où c'est pas binaire, ou quand on veut trouver les différents rôles typiques. Alors, on vous encourage de regarder dans certains cas, de voir quand c'est nécessaire ou pas, et peut-être avoir des différentes mesures de débattre les preuves données par chaque partie. Alors, s'il va y avoir un contre-interrogatoire, il faut assurer que ça soit uniquement limité au strict nécessaire et tenir en compte les traumatismes et une réduction des dommages. Alors, on va retourner à Alexis. On parle. Si vous avez besoin d'une audience orale synchrone avec un droit de contre-interrogatoire, alors cela risque d'accroître des stress sur Sarah, la rendre plus difficile à gérer, rappeler de l'incident. Et au fin de compte, c'est possible qu'elle soit moins en mesure de fournir des informations de qualité en cet interrogatoire. Alors, cette audience peut avoir des effets négatifs sur Alexis en donnant l'impression qu'il est un criminel, forçant à presque adopter une position défensive. Si vous voulez assumer les responsabilités et s'engager à changer, ça serait peut-être pas possible qu'il sent que c'est possible avec les enjeux aussi importants. Alors, on peut penser à certaines réductions des dommages. Pensez, c'est qui les personnes plus importantes dans la salle et créer des règles, qu'est-ce qui est permis ou pas permis. Alors, on peut interdire peut-être des questions qui seraient sur l'historique sexuel, sur Sarah, ou des différents mythes basés sur la viol, ou tout ça. Alors, on peut aussi contrôler des questions, comment ils sont autorisés et compris, s'ils sont dirigés vers la preneur de décideurs par écrit, et aussi limiter le temps pour un contre-interrogatoire. Peut-être ça vaut la peine aussi d'avoir une pause post-contre-interrogatoire et avoir des pauses additionnelles quand c'est besoin. Vous pouvez aussi utiliser votre créativité. Si c'est une enquête virtuelle, peut-être on peut fermer les caméras, les deux côtés peu. Mais cette pratique de contre-interrogatoire, comme tout le processus décisionnel, peut être très difficile. Alors, on peut aider à réduire le dommage que les deux côtés vont sentir, mais peut-être mieux que les politiques vont pas avoir un contre-interrogatoire nécessaire, et on peut porter en question la preuve démontrée d'une autre manière. Alors, maintenant qu'on a démontré toute la preuve, comment est-ce qu'on va sur le processus décisionnel, l'évaluation? N'oubliez pas que les règles sont souples. On peut tenir en compte plein de preuves, au moins si c'est crédible et fiable, et vous permettre de répondre à une question posée semblant, c'est est-ce que cette personne a-t-elle enfreint la politique sur la violence sexuelle? Il faut assurer qu'on tient compte des traumatismes et l'équité pour évaluer les crédibilités et fiabilité. On risque de poser des questions supplémentaires et des questions de clarification plutôt que de supposer que vous avez bien compris. Il y a certains éléments de preuve qui doivent être exclus pour ne pas s'appuyer sur les mythes de viol, comme des questions sur l'historique sexuel ou antécédents sexuels des plaignants, qu'on ne veut pas mettre en cause les comportements du plaignant plutôt que celui du défendant. Et on ne veut pas blâmer la plaignante. On commence à voir, c'est reconnu dans les politiques. En 2021, l'Ontario a modifié sa réglementation sur les politiques d'établissement d'enseignement postsecondaire en matière de violence sexuelle pour avoir un politique qui font une déclaration. Quand ils vont divulguer, ils vont avoir accès à des différents soutiens. On ne va pas poser, ça ne va pas être des questions pertinentes dans tous les employés et juridistes
l'université ou le collège. On ne va pas remettre en question leurs antécédents sexuels. On veut aussi penser que si cette personne est un type de personne qui aurait pu commettre, si la preuve ne va pas démontrer qu'il y a eu une violation des politiques, on ne devrait pas le considérer. Si les deux côtés, si c'est des accusations fausses, on a besoin d'exclure ces questions. Enfin, on devrait exclure si on peut faire confiance ou pas confiance dans une personne à cause de leur personnalité ou leur caractère. Il faut aussi exclure des antécédents de leur comportement, juste parce qu'il y a eu quelque chose qui a passé avant, on a besoin pas de prendre en compte ça pour la preuve, juste quand il y a des conséquences. Alors, on peut voir plusieurs formes. On parle des attitudes, des opinions sur l'expression de genre, les croyances religieuses, etc. Ça ne démontre pas une preuve pour une violation d'un politique. Finalement, on veut assurer qu'on va exclure tout ce qui est dit à l'extérieur de ces processus. Alors, s'il y a un processus sur la restauration, ça, c'est un moment que les participants peuvent parler de manière ouverte. Ils n'ont pas avoir peur que ce qu'il dit fait partie d'un plan de futur. On a besoin d'assurer qu'on répond aux questions suivantes. Alors, s'il y a une question de consentement, on a besoin de porter attention là-dessus et appliquer les politiques. Par exemple, dans ce cas, on ne parlait pas de consentement implicite. Alors, en rappelant dans ce cas, Alexis n'a pas contesté les faits présentés par Sarah. Il a dit qu'il était intoxiqué, inébrié et il ne se souvient pas d'avoir les rapports physiques avec elle. Et il utilise l'interprétation selon laquelle ses actions ultérieures constituent un harcèlement, de rentrer dans sa chambre, des messages textes. Et lui, il a dit que c'est pas un comportement d'harcèlement. Il a également noté que l'incident s'est produit hors du campus, qui vous allant une question éventuellement sur la juridiction. Alors, on commence avec la troisième question. Est-ce que votre politique vous autorise à imposer des sanctions à un incident qui sont à l'extérieur du campus, que vous n'avez pas de contrôle? Alors, vous voyez, libellé dans votre politique, ça indique quand il y a un lien réel et substantiel avec une influence sur l'environnement éducatif ou l'importance. Alors, peut-être vos politiques vont pas vous laisser regarder à l'extérieur des événements privés. Alors, on peut juste inclure l'harcèlement qui s'est passé sur le campus et pas au party. Mais ici, on pense que les résidences font partie de cet environnement éducationnel et que ces comportements vont moins se sentir à l'aise d'être sur le campus. Alors, vous pouvez décider que vous avez l'autorité d'appliquer le politique. Ensuite, on va regarder les faits et regarder les définitions dans nos politiques. Alexis a déclaré qu'il ne se souvient pas. Si la déclaration de Sarah est crédible et fiable et Alexis ne se souvient pas, il n'y a pas une contestation des faits et on peut accepter ce que Sarah a dit, même si on n'a pas d'autres preuves. Par contre, s'il y a des preuves que la rencontre de Sarah n'est pas correcte, s'il y a une personne qui a vu tout l'incident et déclaré qu'il n'y a pas eu un contact physique, peut-être on va voir quelque chose de différent. Par contre, dans le cas, on a juste la déclaration de Sarah et on reconnaît qu'Alexis a poussé et maintenu Sarah sur un mur sans consentement en faisant des commentaires sexuels. Et donc, on peut lui trouver contre nos politiques de violence sexuelle. Ensuite, on passe à une revue des informations fournies par Sarah, aussi l'allégation selon qu'il a entré, resté dans sa chambre sans le consentement sur plusieurs reprises et envoyé des textes qui n'étaient pas invités. Encore une fois, Alexis n'a pas nié ces faits, mais il a expliqué que ses actions étaient peut-être mal dites comme harcèlement.
Vous comparez donc les faits aux définitions qui sont incluses dans votre politique et vous estimez, selon la prépondérance des probabilités, qu'Alexis est en violation de la politique pour ces actes également. Sans trop rentrer dans les détails, c'est de nouveau rappeler les effets que les traumatismes peuvent avoir sur les preuves que vous recueillez et évaluez. Les souvenirs d'événements constituent des preuves dans les procédures de plainte et c'est important de comprendre comment les traumatismes affectent les mémoires. Par exemple, les souvenirs d'un événement traumatisant ne sont souvent pas linéaires et peuvent se concentrer davantage sur les informations sensorielles en raison de la manière est encodée. La manière dont ces informations sont rappelées est également influencée par le traumatisme. Si quelqu'un est en train de vivre de la stress, quand elles sont interrogées sur l'incident, elles peuvent avoir plus de difficultés à se rappeler les informations. Une approche qui est fondée sur les traumatismes et l'équité nous rappelle que les réactions traumatiques d'une personne survivante peuvent résulter d'un sentiment de perte de contrôle, un risque à leur vie, quelle que soit la nature de l'incident. Mais par conséquent, les réactions d'une personne survivante peuvent être le résultat d'une réponse au traumatisme et peuvent être hors de leur contrôle. En même temps, chaque individu réagit différemment. Les réactions au trauma peuvent également résulter d'un traumatisme antérieur qui a été réactivé ou déclenché, y compris une expérience ou un traumatisme qui a été vécu quand on était jeune ou un traumatisme intergénérationnel. Donc, c'est peu difficile de prédire qu'une réaction traumatique soit basée sur la gravité de l'incident. Et aussi, ça rappelle l'importance que l'entretien prend en compte les traumatismes passés et l'évaluation des preuves. L'un des domaines dans lesquels les approches de droit pénal peuvent s'infiltrer dans une procédure de plainte sur une campus est celui de la norme de preuve, en particulier pour les violences à caractère sexuel qui peuvent également être d'ordre criminel. Le nombre de preuves que vous devez appliquer dans tous les cas, quelle que soit leur gravité, la prépondérance des probabilités. Ça veut dire qu'en tant que décideur, vous devez déterminer s'il est plus probable qu'improbable que la personne mise en cause ait enfreint à la politique, contrairement à la norme de preuve au-delà de toute raisonnable. La norme des prépondérance des probabilités est si faible qu'elle est souvent décrite comme 50% plus une plume. Il s'agit d'une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Si oui, vous passez à la prochaine étape de votre processus décisionnel. C'est extrêmement rare d'atteindre un équilibre d'exactement 50%. Mais dans ces cas rares où les deux points de vue sur un incident sont également crédibles et consistants, et cohérents, mais contradictoires, et il n'y a aucune preuve à hors de ces euh, témoignages, il faut décider que la politique n'a pas été enfreinte. Il faut être clair dans votre esprit et vis-à-vis des parties que votre conclusion n'est pas que le comportement n'a pas eu lieu, mais qu'il n'y a simplement pas eu suffisamment de preuves pour imposer des mesures disciplinaires dans le cadre de votre politique. Une fois que vous avez répondu à cette question de oui ou non, il faut vous tourner vers la sanction appropriée. C'est important de séparer ces décisions afin d'éviter le piège d'appliquer des sanctions plus clémentes parce que vous n'étiez pas certain à 100% avec votre conclusion. Tant que vous avez trouvé que la probabilité, c'était même une plume de plus que 50%, vous avez un oui et il ne faut pas retourner là-dessus quand vous décidez d'une sanction. Ce qu'il faut prendre en compte sont les facteurs aggravants, atténuants et aggravés. Une circonstance aggravante, c'est un élément qui rend le comportement plus grave. Ça peut être la préméditation, l'abus d'une position de pouvoir, etc. Des facteurs pèsent en faveur d'une sanction plus sévère. Les circonstances atténuantes sont ceux qui peuvent peser en faveur d'une sanction plus clémente. Une autre façon de voir les choses, ce serait une personne qui a fait usage de la force pour commettre des violences sexuelles, comparé à une personne qui, à force de persévérance, n'a pas réussi à obtenir un consentement clair, ou une personne qui a intentionnellement provoqué l'incapacité en droguant la partie plaignante contre quelqu'un qui a pris avantage d'un autre individu qui est déjà incapacité.
Ceux-ci sont tous des violations de la même section de la politique, mais dans chaque cas, la première pourrait entraîner des conséquences plus graves que la seconde. Et il peut aussi avoir des facteurs aggravants, par exemple, si le défendeur a des antécédents de actions similaires, ou des récurrences de comportement, des actes concomitants ou des preuves de mauvaise conduite en série. Ces facteurs qui prennent en compte l'ensemble des circonstances vont au-delà de l'incident isolé. Mais pas chacun n'inclura pas chacune de ces facteurs, mais si ils ont été pris en compte dans la décision au sujet de l'incident, ils doivent être clairement exposés dans la décision écrite pour que la personne qui prenne la décision puisse démontrer son caractère raisonnable au cas où qu'il y a un appel qui est fait. Nous allons alors traverser notre étude de cas. Nous avons conclu le processus décisionnel. Tout le monde a eu la chance de répondre en appliquant le critère de la prépondérance des probabilités. Vous avez conclu qu'Alexis a enfreint la politique et maintenant il faut décider de la sanction appropriée en examinant chacun des facteurs pertinents. Vous constatez que Sarah et Alexis sont d'accord que ces comportements ne surviennent seulement qu'Alexis est ivre, étant donné qu'il ne prend pas de mesures pour réduire sa consommation d'alcool, vous considérez qu'il s'agit d'une circonstance aggravante. Ceci est important parce que fréquemment, la consommation d'alcool peut être interprétée comme une circonstance atténuante et donc choisir une sanction plus clémente. Le choix d'une personne de s'intoxiquer ne constitue pas une justification, une excuse pour nuire aux autres. C'est, dans ce cas-ci, une facteur aggravante. N'identifiez aucune circonstance atténuante dans ce cas-ci et vous considérez la nature répétée des actes d'harcèlement, de visiter la chambre de Sarah à plusieurs reprises, envoyer plusieurs textes comme un facteur aggravant aussi, et cela pèse en faveur d'une sanction plus sévère. Et maintenant, vous tenez compte du quatrième facteur, bien que vous ayez conclu qu'il y a une violation de la politique selon la prépondérance des probabilités. Votre évaluation est assez proche de la barre de 50 parce que vous êtes appuyé sur le seul récit de Sarah et qu'il n'y avait pas d'autres témoins. Et donc, vous n'êtes pas sûr à 100 vous décidez d'imposer une sanction plus clémente. Ceci est une erreur. Même si vous pouvez vous sentir en conflit lorsque la balance de probabilité est proche de 50 appliquez une sanction plus clémente parce que vous n'êtes pas certaine de votre conclusion selon laquelle Alexis a enfreint la politique. Ça équivaut à adopter un niveau de preuve plus élevé. Et il faut se rappeler, vous avez déjà répondu à cette question, oui ou non. Si Alexis a enfreint votre politique, si vous n'êtes vraiment pas certaine que vous avez pris la bonne décision, retournez aux preuves et vérifiez que vous avez tout pris en compte les informations pertinentes. Une fois que votre décision est prise, il faut passer à d'autres choses. Considérez ceci. Même dans un tribunal pénal où on applique le niveau de preuve le plus élevé, un juge ou un jury peut ne pas être certain ou certaine à 100 C'est très rare. Il existe une marge de doute raisonnable dans la plupart des cas. Donc, dans vos décisions sur le campus, il faut appliquer scrupuleusement le nombre de preuves appropriées, la propre prépondérance des probabilités, 50 plus une plume et passer ensuite à une décision concernant les sanctions et les résultats. Nous allons maintenant passer à la deuxième droit fondamental en matière d'équité procédurale, ce qui est le droit à une décision impartiale. Nous allons examiner différents facteurs externes et internes qui peuvent porter atteinte à ce droit, les conflits d'intérêts ou le biais. Et comme vous l'avez sans doute déjà entendu, la crainte raisonnable d'un biais ou d'un conflit d'intérêts est tout aussi problématique qu'une réelle biais ou conflit d'intérêts. Un conflit peut raisonnablement survenir chaque fois
il y a des facteurs à l'externe de l'incident en soi qui peuvent influencer une décision. L'exemple classique, le conflit d'intérêts, c'est la recherche sur les effets du tabagisme financé par les fabricants de tabac. Dans notre contexte, cela pourrait se produire quand un individu est chargé de plusieurs rôles au sein de l'institution, comme agissant en personne conseillère ou de soutien pour l'une ou l'autre des parties, en même temps prendre une décision dans leur cas. On peut aussi avoir un conflit d'intérêt quand la personne qui prend la décision a une position directe avec une des parties qui peut rendre difficile la prise de décision. Les conflits d'intérêts rendent difficile de déterminer les objectifs poursuivis dans la décision et de savoir si les facteurs externes ont influencé cette décision. Lorsque la personne décideur a un intérêt personnel ou professionnel dans l'issue de le cas, on peut avoir une crainte de biais. Ceci peut venir de sources externes comme les conflits d'intérêts ou engagements que nous venons de mentionner, ou ça peut être interne aussi, leurs propres croyances et attitudes. Vu que celles-ci sont tellement profondément ancrées, les préjugés, tels le préjugé de confirmation, de récence, de similarité, et tous ces autres éléments qui peuvent affecter nos décisions. S'ils sont tous très difficiles à déraciner, ne pourront probablement jamais les éliminer complètement. Mais c'est important d'essayer. La meilleure façon de le faire, c'est en s'éduquant. Le fait de s'appuyer sur des mythes, des idées fausses, des stéréotypes peut conduire à des décisions biaisées. Les personnes décideurs peuvent arriver à des conclusions erronées en s'appuyant sur leurs croyances erronées. Nous y reviendrons en plus de détails dans quelques moments. Les mythes au sujet de le viol peuvent très bien influencer les décisions. Ils ne sont pas fondés sur les faits. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles c'est important d'offrir des formations pour corriger les préjugés. Des attitudes inconscientes renforcées par des systèmes oppressifs peuvent également conduire à un biais, en particulier lorsque les parties présentent des avantages ou des privilèges et quand le décideur n'a pas encore tenu compte de leurs croyances intériorisées, sexistes, racistes, capacitistes ou hétéronormatifs. Une appréhension raisonnable du biais est en principe une standard objectif. Si une personne raisonnable et bien informée percevrait raisonnablement un biais, mais la norme de la personne raisonnable tendance de se baser sur une hypothèse d'un individu standardisé et c'est quand même plutôt important de s'impliquer sur une approche basée qui prend en compte les traumatismes et l'équité. Dans le chapitre 6 du guide, nous énumérons les rôles nécessaires dans une procédure de plainte, mais dans les cas des personnes décideurs, y compris les appels, éviter l'apparence d'un conflit d'intérêts veut dire que cet individu ne doit pas avoir dirigé une enquête d'une manière ou d'une autre, il ne doit avoir fourni du conseil, du soutien à une ou l'autre des parties et ne peut pas avoir de lien personnel ou professionnel avec une de ces parties. Ainsi, elles ont un rôle dans l'appel et il ne peut pas avoir eu un rôle dans la décision originelle. Pour remédier à l'apparence de biais ou un réel biais et conflit d'intérêts et de les déclarer et les gérer. Et incombe aux personnes décideurs eux-mêmes d'identifier tout ce qui pourrait entacher une décision. Il pourrait y avoir des moments où c'est nécessaire de se récuser d'un cas particulier. On sait que ça peut être un grand défi pour des petites institutions ou ceux qui sont dans les régions plus éloignées. Si vous êtes dans une communauté où tout le monde se connaît et une personne est responsable pour plusieurs différents rôles, la perception d'un biais peut être difficile à éviter. Il y a quelques éléments à noter ici. Simplement savoir au sujet d'un cas ou connaître les deux parties ne crée pas nécessairement un biais, mais le fait d'avoir intervenu dans un cas avant que la décision vous ait amené est problématique, ainsi qu'avoir une relation personnelle, éducative ou professionnelle avec l'une ou l'autre des parties. Lorsque les ressources sont limitées, ça peut être le moment d'être un peu créatif dans ces rôles. Est-ce qu'il y a
une autre institution d'éducation postsecondaire dans la région qui est confrontée au même problème? Est-ce que vous pourriez établir une relation réciproque dans laquelle vos personnes décideurs entendent les cas de l'autre? Si vous tentez cette expérience, nous recommandons que tout le monde suit la même formation compréhensive. Si ce n'est pas ça, possible, vous pouvez considérer d'autres institutions un peu plus loin, mais quand même dans votre province ou territoire pour que la loi applicable soit les mêmes. Nous disposons aussi aujourd'hui de la capacité technologique de tenir des audiences à distance ou virtuelles, ce qui ouvre beaucoup de nouvelles possibilités. L'une des stratégies incluses dans notre guide, c'est d'aborder chaque décision avec un esprit ouvert et à prendre des décisions exclusivement sur la base des preuves qui vous sont disponibles. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 éléments qui pourraient compromettre cette ouverture d'esprit: la présomption d'innocence, les campagnes Je vous crois et la dépendance à l'égard des mythes au sujet du viol. La présomption d'innocence est un autre concept clé que les institutions importent du système juridique pénal par erreur. C'est lié au droit de garder le silence, qui signifie que quand quelqu'un faisant l'objet d'allégations choisit de ne pas parler dans sa défense, les personnes qui prennent les décisions doivent partir du principe qu'elles n'ont pas fait ce qu'on lui reproche. Le droit de la présomption d'innocence et le droit de garder le silence sont une partie intégrante de la norme de preuve qui va au-delà de tout doute raisonnable. Ceci n'est simplement pas tenable dans un système administratif. Nous ne pouvons pas contraindre quelqu'un à témoigner et fournir des preuves. Dans une procédure administrative, c'est la responsabilité de la personne plaignante de fournir ou indiquer des preuves suffisantes pour que la personne qui fait l'enquête puisse satisfaire aux critères du plus probable que non. La présomption d'innocence n'est pas, en fait, neutre dans la mesure où présumer que la personne répondante est innocent nécessite de commencer à présumer que les allégations sont fausses. Les critères de preuve de la balance des probabilités demandent que les personnes décideurs abordent chaque incident avec un esprit ouvert, avec aucune présomption dans un sens ou dans l'autre. Les 2 arrêts de la Cour qui sont très clairs à ce sujet. Gao contre Canada stipule que le droit à la présomption d'innocence en vertu de la Charte est limité aux affaires pénales et en Shoemaker contre Canada, il a déterminé qu'il n'y a pas de présomption d'innocence ni de nécessité de preuve au-delà d'une doute raisonnable parce que l'affaire en question était administrative et non criminelle. Ceci veut dire que les personnes impliquées dans une plainte sur un campus peuvent choisir de garder le silence, mais ce choix aura des conséquences. Les personnes décideurs sont autorisées à tirer la conclusion que si quelqu'un avait quelque chose, des preuves et informations à fournir dans sa propre défense, elle les fournirait. Il y a toutefois quelques mises à garde à ce sujet. Si la politique de votre campus stipule une présomption d'innocence, vous devez la respecter, mais nous vous encourageons fortement à revoir votre politique sur ce point. Deuxièmement, lorsque des procédures universitaires et pénales se déroulent en même temps, que la déclaration d'une répondant à un enquêteur ou décideur universitaire peuvent être obtenues par une ordonnance du tribunal pour être utilisées dans le processus criminel, cette situation devient beaucoup plus complexe et ça prendrait sûrement un autre webinaire pour passer à travers toutes ces différentes possibilités, mais nous vous invitons à consulter le chapitre 13, section 4 de notre guide pour une analyse plus détaillée sur ce point. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, il est important de noter que si vous avez une personne répondante qui fait également l'objet de poursuites criminelles et où elle ne choisit de ne pas participer à la procédure sur le campus, il faudrait peut-être comprendre qu'ils ont eu du conseil juridique de ne pas parler dans votre processus. Sur l'autre côté du médaille, de garder un côté impartial, ça risque de peut-être être difficile, surtout quand il y a des campus qui ont des campagnes que nous croyons les survivantes. Pour juste être clair, ces campagnes sont essentielles pour corriger les institutions, de corriger ces attitudes générales sur les idées fausses et sur la prévalence fausse des allégations sexuelles.
Par contre, ça pourrait être très difficile si les survivantes sont accueillies avec le scepticisme, l'incertitude ou blâme. Alors, on a besoin d'apprendre les détails, que c'est pas passé, d'apprendre si la violence sexuelle s'est passée ou non. Toutefois, dans le cadre d'une plainte, il doit être très clair que les parties décideurs n'arrivent pas aux questions avec pas des idées préconçues sur les personnes qui et quoi, ils vont juste prendre leurs décisions fondant uniquement sur les preuves. Il faut également préciser, de poser des questions et demander des clarifications. C'est pas une expression de croyance ou incertitude ou manque de croyance. C'est plutôt juste que les deux côtés vont mieux comprendre toutes les histoires à entendre réellement l'affaire. Et cette idée de ce droit d'être entendu est aussi c'est essentiel pour tenir compte des traumatismes et avoir une pratique qui suit. Finalement, on parle de la viol et les mythes sur le racisme, créent des préjugés lorsque les décideurs s'appuient sur ces mythes ou ces préjugés. Alors, quelques mythes qu'on a besoin d'éviter, cette idée de croire contrairement à la réalité que la plupart des relations sexuelles ou les agressions arrivent avec des personnes qu'on ne connaît pas. De ne pas penser qu'une agression sexuelle peut pas se créer dans les relations, de ne pas avoir cette idée, c'est quoi une personne qui crée du sens, c'est quoi leur typique regard, et aussi de penser que les femmes vont porter accusation juste parce qu'il y a peut-être des sans mal après l'acte. Il faut aussi regarder tout à travers votre lentille ou outils informés qui tient en compte des traumatismes parce que c'est facile à faire des erreurs si on ne porte pas compte des traumatismes. Alors ça, c'est quelques exemples. Comment chacune de ces croyances peut utiliser, améliorer ou aider dans notre étude de cas. Alors, l'avocat Alexis pratique la défense criminelle. Il faut faire valoir qu'Alexis doit être présumé innocent jusqu'à contraire. Mais ça, c'est l'avocat qui fait l'importation de son expérience juridique. Alors, il faut expliquer que cette hypothèse de l'innocence n'applique pas dans un processus comme la vôtre. Croire les survivantes est important pour vous d'un plan personnel et professionnel et politique. Alors, quand vous rencontrez ça, vous dites que vous le croyez. Votre intention, c'est d'empêcher qu'elle subisse d'autres préjugés ou torts. Cette approche est importante, ben, vous met en conflit comme une personne décideur. Il faut, si vous appuyez et soutenir Sarah, vous permet que les facteurs externes, ça veut dire vos attitudes, vos croyances, cette idée de croire les survivantes, va influencer votre décision. Et créer, s'il y a eu un vraiment problème, violation de vos politiques, et ça peut créer un biais ou un préjugé. Il faut assurer que Sarah a accès à une personne de soutien qui la croit, mais ça ne devrait pas être vous. Même si vous l'avez fait pour réduire les dommages, ça recette plus de temps pour elle. Peut-être vous allez trouver une violation des politiques quand ce n'est pas le cas. Ça crée aussi un potentiel que Alexis peut porter appel pour dire que vous avez été préjugé. Alors, pour la personne qui est décideur, a besoin d'être clair, s'il base sur les preuves pour décider s'il y a une violation de politique ou non. Il faut qu'on soit clair que vous n'allez pas démontrer la culpabilité. C'est pas la violation de politique, c'est pas de décider si quelqu'un a eu réellement c'est blâmé. C'est souvent, il y a juste deux personnes dans la salle et les deux ont des différentes versions de qu'est-ce que s'est passé. Alors, si vous avez besoin de regarder les probabilités et de voir s'il y a une violation de la politique. Alors, c'est une manière de comprendre votre rôle. C'est subtil, mais c'est de tenir en compte les traumatismes qui peut réduire cette manque de croyance. Alors, s'il n'y a pas eu une création de la preuve, juste le fait que vous avez décidé qu'il n'y a pas eu une violation de la politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un acte
tout ça, il faut juste dire que vous n'avez pas eu assez de preuves. Et on regarde l'étude de cas, on voit qu'Alexis indique que Sarah continue à fréquenter après l'incident, de parler avec elle. Il faut faire attention qu'on ne fait pas un exemple de confiance dans un mythe de viol. Il faut voir est-ce que ce comportement, cette épreuve ne va pas démontrer si l'incident s'est passé ou pas. Alors ça, c'est vraiment où on a notre outils de tenir en compte des traumatismes parce que peut-être à cause des traumas, elle va porter des actes différents, peut-être de continuer à créer une relation même avec la personne qui a causé du tort ou a fait du mal. Alors, jusqu'à date, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent s'implique également dans le contexte décisionnel et des appels. Les recours, on va aller en détail, qu'est-ce qui est pertinent uniquement au recours. Il faut garder en tête que ce n'est pas nécessairement une procédure d'équité. Il est constitué par une loi habitation. Alors, quand l'institution ou l'établissement va regarder les législations provinciales ou territoriales, comme le cas en Alberta, il faut que vous proposez. Quand les autres juridictions, le statut est silencieux, c'est toujours bon de proposer un. On recommande qu'il y ait un processus d'appel parce que ça peut remédier des erreurs à l'interne, ça peut instaurer la confiance dans le processus et aussi d'éviter les processus juridiciaires coûteux. Il y a aussi une audience de nouveau, l'entente de nouvelles. C'est une option plus équitable en cas d'appel. On a vu ça dans les politiques qui, des fois, on a pris une mauvaise décision qu'il fallait faire un autre nouveau appel. Ça, c'est pas vrai. Un véritable recours ou recours sur le dossier, c'est qu'il s'agisse essentiellement sur un examen d'équité et l'accord sur la décision. Ça peut être plus tenir en compte des traumatismes. Il faut aussi regarder, peut-être il y a d'autres considérations, il y a des budgets limités, peut-être un manque d'employés. Et il faut trouver trouver une solution juste et assez efficace. Dans le cours d'appel, il faut regarder les décisions. Si les politiques étaient bien appliquées, c'était fait de manière équitable et le résultat a passé assez rapidement, ça devrait garder. Même la personne qui prend la décision ne devrait pas mettre en appel, même si la personne aurait eu une autre idée. Ça devrait être ouvert aux deux parties et on peut regarder des différents motifs. Alors, les compétences, alors peut-être on va penser que la décision n'a pas eu l'autorité de prendre cette décision et puis on regarde l'application de la politique, si c'était bien appliqué ou c'était appliqué de manière incorrecte, si c'est une question de fait, qu'on n'avait pas assez de preuves, si une équité procédurale, lorsque le requérant ne croyait pas d'avoir bénéficié ou de droits fondamentaux de répondre aux preuves défavorables ou décideurs impartiels. Et finalement, le caractère raisonnable de la décision. Lorsque le requérant ou l'appel estime que le résultat était surproportionné et il a besoin d'avoir les motifs écrits. Alors, dans notre cas, on a vu que Alexis a violé les règlements. Vous décidez qu'il n'a plus la permission de boire l'alcool ou être sous sur le campus et il serait exclu des résidences sur le campus. Ces conséquences, ensemble, vont répondre qu'il a juste harcelé Sarah quand il était intoxiqué et le fait que l'harcèlement persistait quand il continue de rentrer dans sa résidence, dans sa chambre et envoyer des messages textes à caractère sexuel, même quand il n'a pas eu le consentement de le faire. Vous communiquez vos décisions par motif écrit et appuyé par tous les règlements à Sarah et à Alexis. Il faut les informer que s'ils souhaitent de faire appel de la décision, il faut remettre par écrit les 10 jours suivant la réception. Sarah est soulagée. Elle dit qu'elle est prête à tourner la page et centrer sur sa guérison.
Alexis est frustré, mais sent mieux qu'il peut faire l'appel de la décision sans faire toute une bataille juridique compliquée et chère. Alexis décide de faire un appel à la décision sur deux raisons. Premier, pense que vous n'avez pas eu l'autorité de prendre une décision sur le premier incident parce que lui pense que l'incident a passé à l'extérieur du campus, que le politique sur la violence sexuelle n'applique pas. Aussi, il pensait que son sanction était trop sévère. Il était déjà bougé à un autre bâtiment, plus loin que ses amis, et maintenant qu'il est banni, il a besoin de trouver un appartement hors du campus. Il ne va plus avoir le droit de passer le temps avec ses amis sur le campus. Il trouve que ça, c'est ses groupes sociaux et que c'est trop sévère de se faire éloigner de ses amis. Même s'il n'est pas d'accord avec les évaluations, ses activités sur le campus, il a reconnu que son comportement relevait de la définition de la politique. Il a décidé de ne pas faire appel à ce parti de la décision. L'idée de passer à travers une procédure d'appel est difficile pour Sarah. Mais lorsqu'elle comprend mieux l'appel, il s'agit de déterminer si l'université est autorisée d'appliquer les sanctions à Alexis parce que l'incident s'est produit hors du campus et de voir si les sanctions sont appropriées et qu'il ne s'agisse pas de déterminer si l'incident lui-même a eu lieu. Elle sent un peu mieux. Elle sent soulagée qu'elle n'a pas besoin de raconter son histoire encore une fois ou trouver d'autres preuves de convaincre les personnes sur son expérience. Comme les raisons écrites que vous avez fournies sont claires, les instances de recours peuvent fier et ils n'ont même pas sur vous et pas rencontré Sarah et Alexis. Et c'est bon pour les deux, mais aussi pour l'établissement scolaire. Parce que c'est difficile de même organiser des différents processus décisionnels encore avec tous les partis. Et ça enlève aussi les différents traumatismes que les personnes qui sont là, ils peuvent vraiment regarder sur l'équité, etc., et pas juste entendre tout le cas ensemble, encore. Par contre, si les deux voulaient représenter leurs arguments, encore une fois, ils pourraient demander un autre processus physique ou virtuel pour souligner peut-être l'information qui n'était pas disponible avant. Alors, le fait que un côté, le défendant veut être là en personne ou virtuel, c'est pas obligé que les deux parts, on a besoin. Mais ça a besoin d'être offert pour que c'est équitable le processus. Les deux ont les cas de réexprimer devant le processus décisionnel. Alors, cette corps d'appel a donné la chance aux deux personnes impliquées de répondre et aussi aller de l'avant pour prendre en compte tout comment la politique était utilisée avant, continuer avec l'appel. Avant de conclure, on veut souhaiter souligner l'importance de prendre soin à vous, pour vous-même, comme des personnes décideurs. Vous allez serez exposé à des histoires bouleversantes et traumatisantes et ça peut être vraiment des éléments stressants. Alors, c'est de prendre soin de soi, c'est bien pour votre bien-être personnel et les autres personnes dans vos lieux. Alors, c'est quoi les signes quand on est trop fatigué? Et c'est quoi les différentes pratiques qu'on va éviter ce bouleversement ou cette surcharge? C'est quoi les ressources que vous avez dans vos mains pour travailler sur votre soin de soi? Et aussi, où est-ce que vous pouvez aller pour connecter au temps et simplement être dans la nature? Ceux et celles qui ont déjà eu mon temps de parler de cette industrie de auto-soin, self-care, il y a certaines affaires qui ne peuvent pas résoudre. Des fois, ça peut vous isoler plus et sentir plus d'un fardeau plutôt qu'une solution. On est des créatures sociales et on ne veut pas être isolés dans nos souffrances. Alors, n'oubliez pas la nécessité de soins communautaires. Il faut être connecté avec les autres, parler, avoir des moments de recul, résumer, continuer à leur connecter. Les messages principaux qu'on veut sortir, c'est une procédure équitable, comprend le droit d'être entendu, répondu et avoir une personne décideur impartiale.
la surcorrection et importation inappropriée des éléments du système juridique criminel peuvent créer un processus moins équitable. L'équité procédurale elle-même, c'est inefficace ou insuffisant. On a besoin de prendre soin des personnes impliquées et tenir en compte toutes ces personnes impliquées. Les personnes décideurs à tous les niveaux doivent s'assurer qu'ils contrôlent leur processus, qu'ils utilisent des processus équitables, qu'ils prennent en soin les effets des traumatismes et reconnaître les désavantages qu'ils rencontrent. Ça, c'est une manière de rechercher les meilleures informations. Alors, vous pouvez prendre des décisions éclairées, fondées sur des preuves et non pas des facteurs internes ou externes. On vous encourage fortement de ne pas oublier que ces politiques et procédures sont créées pour les personnes qui cherchent l'équité et peut-être la justice. Alors, merci d'être ici avec nous. Ça m'étonne que c'est notre dernière session de approfondir ou deep dive. C'est notre dernière, mais on apprécie tellement que vous étiez ici avec nous. Mais si vous avez manqué une de nos sessions ou vous aimeriez les réécouter, vous pouvez trouver tout sur notre site web Courage d'agir. Le lien, c'est dans le clavardage. Et dans le futur, on a des affaires que peut-être vous aimeriez suivre. On a cette livre blanc, white paper, c'est des questions en suspens. Alors, on avait des questions pas terminées. Alors, il y avait 3 questions où il n'y avait pas des jurisprudences ou meilleures pratiques. Suite à notre publication du guide, on a identifié d'autres questions. Alors, on a pu examiner dans le premier guide la question non résolue, savoir comment on peut aborder les relations entre les étudiants et les professeurs ou instructeurs. Suite à des différentes discussions, des tables rondes, des experts, on finalise un deuxième document, livre blanc, et ça va être disponible ce printemps. Et on va déborder les questions plus sur les informations, le privé et tout ça entre les différentes institutions ou établissements. Alors, comment on va pas continuer à déplacer le problème et quand il y a quelqu'un qui a commis du tort. Par contre, ils vont bouger de l'établissement scolaire. Comment est-ce qu'on peut ou peut pas partager ces informations? Finalement, un dernier événement qu'on fait, c'est un discours qui parle de nos enjeux fondamentaux que les processus décisionnels ou de plainte créent du tort et vont pas avoir des sorties qui vaut la peine pour les survivantes et ils vont pas prévenir ces incidents de le, de violence fondée sur le genre. Alors, comment est-ce qu'on peut créer le meilleur processus de plainte possible? Et on vous encourage depuis toujours d'essayer d'utiliser ces processus uniquement quand ils sont nécessaires. Parce que nous, on pense que ces politiques et ces processus devraient créer d'autres lieux pour le véritable redevabilité, d'avoir plusieurs différents processus. Alors, le 24 mai, c'est Sarah Robinoff va parler de nos travaux. Ça a quoi les personnes qui peuvent mieux faire et ça s'appelle Nous pouvons mieux faire. Et c'est le 24 mai. Merci à vous deux, Deb et Brittany. Maintenant, j'aimerais inviter les participants et participantes à poser leurs questions, partager les commentaires. Vous pouvez mettre ça dans la boîte de questions et réponses en bas de votre écran. J'ai vu un élément soulevé que peut-être c'est pas sur l'investigation, c'est pas sur notre site web, mais c'est disponible sur notre canal YouTube et les liens sont disponibles dans le clavardage si vous ne le trouvez pas sur le site web. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations, mais prenez un moment de réfléchir à vos questions parce qu'on peut quand même poser des questions en ce moment.
On semble avoir une question. Comment est-ce que vous répondez aux contre-plaintes? Je sais pas, Deb, si vous voulez débuter avec ça. Oui, c'est difficile, effectivement. C'est quelque chose qui arrive. Une personne qui fait une plainte, puis l'autre partie vient de dire, mais non, c'était pas moi, c'est l'autre partie qui a enfreint la politique. Donc, le processus que nous avons décrit, un processus inquisitorial, est mieux placé pour gérer ces plaintes et contre-plaintes parce que vous pouvez entendre les deux en même temps. Vous n'avez pas besoin de faire deux processus où une personne qui est plaignante, l'autre répondante, puis décider, puis après ça, passer à l'autre. C'est beaucoup plus facile de recueillir toute l'information dans une grande processus, puis après ça, faire une décision pour dire si cet incident a été enfreint la politique, si l'autre incident a violé enfreint la politique. Donc, en réalité, c'est un processus qui est beaucoup mieux structuré pour gérer les contre-plaintes. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Brittany. Oui, simplement pour renforcer cette idée que vous entrez dans ce processus avec la probabilité des prépondérances des preuves. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Ça donne aussi une chance aux deux parties de se sentir entendues et ça peut aussi essayer de réduire une attitude défensive où la personne répondante peut amener un processus qui est plus adversarial, particulièrement dans une instance où elles sont en train de mettre à l'avant leur propre plainte. La seule chose que j'ajouterais ici, c'est ne pas avoir besoin d'entendre un cas deux fois. C'est aussi une façon de prendre en compte les traumatismes. Vous n'avez pas besoin de contraindre les parties à répéter leur témoignage plusieurs fois. Vous l'entendez une fois, puis vous prenez votre décision sur cette base. Merci beaucoup sur cette information de plus au sujet des contre-plaintes. On semble avoir une autre question. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques que vous pouvez recommander pour des approches d'entrevues qui sont informées par l'équité? La formation spécifique est tellement difficile à trouver. Je pense qu'il fallait qu'on parle de ça dans notre séance sur les enquêtes aussi. Il faut essayer de regarder un peu à l'extérieur de votre rôle spécifique pour voir comment est-ce que je peux être informé par l'équité. Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour prendre en compte des biais intériorisés. Peut-être ce serait des formations en EDI, formation dans la conduite des personnes étudiantes ou une formation plus dans un contexte syndical. Les principes demeurent les mêmes. Alors, je pense pas que peut-être vous ne pourriez pas trouver une formation qui est spécifique à votre rôle. Vous pouvez trouver des formations qui couvrent quand même les mêmes principes. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous offrir. Oui, Deb, absolument. C'est exactement ça. On se fait demander cette question fréquemment. Il y a une autre chose qui peut vous soutenir au-delà de l'information que Deb a mentionnée. Et dans le contexte d'un soin de soi ou un soin de communauté, c'est de trouver des personnes comme vous qui preniez des décisions similaires et créer une communauté pour discuter vos apprentissages, vos approches à ces enjeux et la façon que les principes mis de l'avant différentes formations peuvent être mises en œuvre. Et si jamais vous trouvez une formation qui est vraiment parfaite, vraiment fantastique dans votre rôle, vous pouvez le partager avec vos collègues aussi. Aussi, c'est une autre façon de dire oui, puis peut-être qu'il faut être un peu créatif, mais il y a différentes façons de l'approcher.
Merci beaucoup, Deb et Brittany. J'apprécie beaucoup que vous ayez identifié le fait que vous pouvez suivre différentes formations et peut-être prendre un moment par après pour voir comment ça s'applique dans votre rôle, mais c'est un travail important à faire. Je me demandais tout simplement si on avait d'autres questions. Je sais que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps de les taper dans ces événements virtuels. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je veux simplement offrir un grand de mes remerciements les plus sincères pour Deb et Brittany pour avoir partagé toutes vos connaissances avec nous. Comme je l'ai dit auparavant, vous êtes tous les deux brillantes et j'apprends beaucoup de vous. Le guide est disponible pour téléchargement dans le Centre des connaissances de Courage d'agir. Je veux aussi remercier nos interprètes, Jean et Daniel, notre sous-titrage en direct. Shayna, merci beaucoup pour faire augmenter l'accessibilité de ces webinaires. Merci à Andréane pour votre soutien dans l'arrière-plan aussi. Et je veux remercier tout notre public pour être ici avec nous, d'écouter, de partager. On apprécie beaucoup votre présence et vous nous inspirez avec votre engagement pour répondre aux incidences de violence à caractère sexuel sur vos campus. Nous avons hâte de continuer de travailler avec vous toutes et tous. Je vais simplement vous offrir une dernière rappel de remplir ou compléter un formulaire d'évaluation. On apprécie tous les retours que vous pouvez nous offrir. Ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Une bonne journée à vous tous et toutes.